Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Luong Can Liem, Identité idéologique et éthique 2022. CE accent aigu MAFI International, Versailles 1919 et Géopolitique 2022. Thierry Legrand-Browailly, Réformer les retraites, une crispation française 2022. Isabelle Gartsino-Dir, Contribution de Jean-Bernard Paturet, Le sujet dans un monde utile 2022. Louise Fine, Mécanique du désespoir 2022. Élisée Sarin, L'organisation en procès 2022. Philippe Duez, Habiter un monde plus humain. L'éthique d'un contrat géographique fondé sur le vivable 2022. Quentin Meux, La République des valeurs 2022. Yahya El Yayaoui, Les communs numériques, propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique 2022. Jacques Langlois, Pour un changement anticapitaliste de société 2022. Sébastien Roffa, Faire du rêve une réalité, l'histoire de Disneyland Paris, nouvelle édition 2022. Frédéric Debaumy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu 2022. Chrysostome Cijika Kayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation 2022. Remerciements. J'aimerais remercier Monsieur Yves Deloy, politologue et ancien directeur de Sciences Po Bordeaux, pour ses conseils avisés et la supervision académique de l'ouvrage. Sans oublier les membres du collectif Gavroche pour les nombreux débats passionnants partagés qui ont su affiner ma pensée et parfaire la critique qui réside dans ce livre. Je porte une attention toute particulière à ce cher Monsieur Sapir pour le temps passé à lire mon ouvrage et à rédiger la préface. Merci à mes parents. Exergue. Pour les âmes serviles, tout asservissement paraît doux. Stefan Zweig, L'uniformisation du monde. Préface. Qui veut la peau de l'État-nation français ? Baptiste de Tombe nous propose une réflexion sur les courants idéologiques qui aujourd'hui corrodent l'État, et plus précisément l'État-nation. Ces oppositions viennent tant du point de vue idéaliste, dont il montre bien l'origine, que de points de vue plus modernes, eux-mêmes très divers et allant du marxisme aux théories libérales, ou plus précisément néolibérales, de la seconde moitié du XXe siècle. Il fait de la disparition de l'URSS l'un des points clés du débat actuel. Pour lui, la désintégration, tant matérielle qu'idéologique, de l'Union soviétique a été centrale dans la critique de l'État à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Enfin, il entend montrer que cette critique de l'État est en réalité une critique de la souveraineté et que les mêmes courants qui aujourd'hui combattent l'État sont ceux qui combattent la souveraineté. L'objectif de cet ouvrage est ambitieux. Il entend couvrir près de 3 siècles de l'histoire des idées et des débats intellectuels. Les attaques idéologiques contre l'État-nation, en effet, si elles sont anciennes, se sont pourtant multipliées depuis ces 30 à 40 dernières années. Il convient de comprendre pourquoi. Ces attaques aussi viennent de courants de pensée ou de camps idéologiques différents. Elles ont été proférées dans des contextes tant sociaux, économiques que politiques différents. L'atmosphère du débat n'est pas la même avant 1848 ou après 1970. Donner donc de cette controverse une vue synthétique s'imposait. C'est ce à quoi s'est livré Baptiste de Tombe, et il faut l'en remercier. Mais ce faisant, il laisse des questions relativement inexpliquées. La première et sans doute la plus importante, est ce qui fait la spécificité de l'État-nation, qui ne se confond pas avec l'État. L'État-nation implique un double mouvement dont les évolutions s'enchevêtrent, entre la construction de l'État et celle de la nation. Le premier mouvement date d'il y a fort longtemps. On peut y voir un hasard bénéfique. François Guizot, dans le cours qu'il professa en 1830, l'écrit
la tendance de tous ces éléments sociaux à se rapprocher, à s'assimiler, à se former en grande masse, c'est-à-dire la tendance vers l'unité nationale et par là vers l'unité politique, devient le caractère dominant, le grand fait de l'histoire de la civilisation française, le fait général et constant autour duquel tournera toute notre étude. Le développement de ce fait, messieurs, le triomphe de cette tendance a été la bonne fortune de la France. C'est par là surtout qu'elle a devancé les autres peuples du continent dans la carrière de la civilisation. Cette citation est essentielle. Elle survient alors que Guizot cherche à définir ce qui fait la spécificité de la civilisation française. Il la distingue de celle des autres nations européennes autour d'une raison fondamentale, la constitution de l'État-nation. Il attribue ici à la France un rôle de pionnier, rôle qui la distingue des autres nations. Regardez l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne même, qu'est-ce qui leur ment ? Elles ont marché beaucoup plus lentement que la France vers l'unité morale, vers la formation en un seul peuple. Ou bien, là où l'unité morale s'est formée ou à peu près, comme en Italie et en Allemagne, sa transformation en unité politique, la naissance d'un gouvernement général a été ralentie ou tout à fait arrêtée. La construction de l'État seul ne suffit donc pas. Ou plus exactement, donne-t-elle naissance à des États que Guizot considérait sans doute comme imparfaits ou inachevés. Cette spécificité française fait que nous sommes plus que d'autres sensibles aux remises en cause de l'État, car en elle nous voyons aussi la remise en cause de la nation. Bien sûr, l'émergence de l'État a précédé celle du sentiment national. De Philippe Auguste au légiste de Philippe le Bel, nous avons les premières armes de la constitution d'un État séparé de qui l'incarne, autrement dit d'un État moderne. C'est en effet sous la règle de Philippe le Bel que l'on commence à voir s'autonomiser un appareil d'État. Les légistes royaux, dont le champ des attributions dépasse largement celui de la propriété royale. C'est aussi sous son règne que le double mouvement de lutte contre les seigneuries locales, lutte commencée un siècle plus tôt et contre un pouvoir à vocation internationale, celui du pape, a pris toute son ampleur. François Guizot le dit bien dans les lignes qu'il consacre au remplacement de la féodalité par un État organisé. Sous quels ennemis a succombé la féodalité ? Qui l'a combattue en France ? Deux forces, la royauté d'une part, les communes de l'autre. Par la royauté s'est formé en France un gouvernement central. Par les communes s'est formée une nation générale, qui est venue se grouper autour du gouvernement central. Au commencement du XIVe siècle, la royauté est la tête de l'État, les communes sont le corps de la nation. Les deux forces sous lesquelles devait succomber le régime féodal ont atteint alors, non pas certes leur entier développement, mais une prépondérance décidée. La dissociation entre la propriété du prince et l'État où le prince est souverain s'affirme par étapes. Commencez donc avec Philippe Auguste, premier roi à être dit empereur en son royaume, magnifié par les conquêtes militaires du roi, consolidé par la naissance d'une idéologie royale et d'un discours étatique distinct du discours royal, c'est donc bien dans ce cheminement que se construit l'État en France. Mais ce n'est pas le seul. De fait, il fallut aussi que se constitue la nation, une nation qui plus d'une fois vint au secours d'un État en loc. Ici, le rôle symbolique de Jeanne d'Arc est absolument essentiel. Daniel Ben Saïd, qui fut un dirigeant, mais aussi un penseur de la Ligue communiste puis du NPA, ne s'y était pas trompé. Dans un entretien quelque temps avant sa mort, Ben Saïd est revenu sur cette question et la précise. Jeanne d'Arc ébauche l'idée nationale à une époque où la nation n'a pas de réalité dans les traditions dynastiques. Comment germe, aux franges d'un royaume passablement en loc, cette ébauche populaire d'une idée nationale ? Fort bonne question en effet. C'est celle du double mouvement de constitution, et de la nation et du peuple qui est en réalité posée. La naissance du patriotisme français date de là. Ce patriotisme va révéler toute sa force au XVIe siècle sous Henri IV, lors de la phase finale des guerres de religion. Il va être la force qui évite que l'État ne soit irrémédiablement fragmenté entre les appétits des grands et des puissances étrangères, mais il va être aussi un puissant moteur de paix intérieure. La bataille, on aurait envie de dire l'escarmouche, de fontaines françaises symbolisant alors l'union des catholiques et des huguenots français sous le commandement d'un Henri IV inspiré contre le roi d'Espagne. Désormais, la nation a remplacé le lien religieux comme lien principal. La majorité des contemporains se définissent dès lors comme français,
et non plus à travers seulement leur allégeance religieuse. Quels que pourront être les soubresauts de l'histoire, les tentatives pour revenir en arrière, il y a un acquis fondamental. L'idée qu'il existe un bien commun entre Français, cette fameuse res publica, fut théorisée par Montaigne comme par Jean Bodin qui servit Henri III et se rallia à Henri IV. Ce dernier, dans les 6 livres de la République, établit de manière claire le caractère civil, laïque, de la nation française. Cet ouvrage montre que la période de constitution de l'État-nation est close, puisque l'on peut en produire la théorie, et ouvre celle de l'évolution vers l'État moderne. Alors oui, nous pouvons mesurer la centralité de l'État-nation dans l'histoire de la France moderne et pourquoi nous sommes si sensibles aux attaques contre l'une et contre l'autre. Qui entend défaire la nation défait l'État, mais qui défait l'État produit une crise de la nation qui menace de la défaire. L'un des problèmes soulevés par l'ouvrage de Baptiste de Tombe est qu'il œuvre en généralité dans son analyse des diverses idéologies qui aujourd'hui mettent l'État en question, alors qu'il existe une spécificité, une vision particulière, de la France à ce sujet. Pour les autres pays, à l'exception du Royaume-Uni et sans doute des Pays-Bas, l'idée de nation a anticipé sur la construction de l'État. Mais se construisant avant l'État, cette idée de nation a eu par voie de nécessité des contours flous. L'histoire troublée, souvent tragique, de la construction de l'État en Allemagne, en Italie, mais aussi en Belgique ou en Espagne, en témoigne. Dès lors se pose la question de la réception de ces courants d'idées anti-étatiques en France, par comparaison à d'autres pays. C'est sans doute l'un des points sur lequel Baptiste de Tombe aurait intérêt à revenir dans de prochains ouvrages. La vigueur et la persistance des oppositions au projet européen fédéral en France témoignent de l'importance de cette question. Jacques Sapir, directeur d'études à l'EHESS, membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. La fin de l'histoire est peut-être l'une des questions qui a fait couler le plus d'encre. De Platon avec l'idée d'un démiurge bâtissant le monde selon un plan préétabli, à Francis Fukuyama et la victoire de la démocratie libérale, en passant par Karl Marx et la destruction de l'État capitaliste pour accéder à une société sans classe, chacun y est allé de ses convictions et axiomes personnels, marqués par des contextes historiques particuliers. Il n'en reste pas moins que depuis le XIXe siècle, toutes ces grandes idéologies ont pronostiqué en cœur une victime collatérale, l'État-nation. Il devait être le sacrifice sur l'autel de l'histoire, lui qui avait été la pierre angulaire des sociétés de leurs contemporains. Il devait à jamais disparaître, après avoir été par trop vicié par les séquelles du passé. Son dépassement est alors motivé par les plus nobles objectifs, la paix, la fin de l'exploitation capitaliste. Et aujourd'hui, paradoxalement, le marché mondial. Sans le savoir, les résidus idéologiques de toutes ces pensées se sont agglomérés, et cette hantise de l'État, devenue fond culturel, sert les desseins des libéraux. Le communiste, l'idéaliste et le libéral marchent aujourd'hui main dans la main vers cette fin. Le long terme sera à les entendre, évidemment merveilleux, mais présentement les conséquences de la poursuite de cette utopie sont pour nos contemporains désastreuses. Il est temps de revenir à l'origine de nos mots. La téléologie au centre de l'analyse. Le point commun de ces théories modernes est qu'elles cherchent à découvrir le télos de l'humanité, c'est-à-dire sa fin. L'étude de la fin, qui est en soi la définition de la téléologie, repose sur l'idée que l'enchaînement des événements se produit selon une finalité intangible. La téléologie est donc accrochée à un état final que rien ne peut arrêter, même les actions qui paraissent lui contrevenir tendent en réalité à le précipiter. Une telle perspective n'autorise pas le doute, et a tendance à nier l'empirisme, 2 éléments constitutifs des dogmes les plus impénétrables. Elle est alors aussi un finalisme, ou autrement dit, l'idée que tout s'enchaîne selon une cause finale, faisant de l'histoire un monolithe entièrement dépendant de celle-ci. La dimension téléologique d'une théorie implique en conséquence un grand degré de déterminisme, qui pose encore et toujours les questions insolubles de la liberté ainsi que celles de notre rapport à l'histoire. En effet, elle incorpore dans son fonctionnement l'hypothèse de l'engrenage, c'est-à-dire l'idée qu'un développement devrait inéluctablement en entraîner un autre selon un mécanisme implacable. Tout est alors prédéterminé par des tendances passées, autrement dit, par une histoire jugée déterminante. Pourtant,
La multitude des facteurs à inclure pour dresser un tableau crédible de l'avenir est telle que la négation de la complexité du monde ne peut être que le corollaire d'une telle ambition. D'autant plus que le moindre facteur, même insignifiant oublié, du fait de l'effet papillon, peut avoir des conséquences terribles sur les anticipations réalisées. C'est en tout cas ce que démontre la théorie du chaos. Or, le comportement chaotique est à la base de nombreux systèmes naturels. L'homme ne saurait y échapper, l'algorithme ne saurait le cerner. L'ambition de la téléologie est donc destructrice, car elle a pour but de s'accaparer une réalité qu'elle ne maîtrise pas, et par la force de son autorité, de faire avorter les pensées qui s'y opposent. Tout de suite, le danger pour la démocratie apparaît. Comment garantir l'autodétermination des peuples si ceux-ci sont enfermés dans une cage conceptuelle hermétique ? Et que toute idée sortant du moule dressé par la téléologie se trouve d'emblée discréditée par manque de sérieux ? Si le caractère acceptable d'une pensée ne se juge qu'à l'aune de l'avenir décidé par et pour la collectivité, la téléologie permet de maintenir l'étau modelant le futur des peuples. En cela, elle est une arme conceptuelle très contraignante car agissant inconsciemment sur les esprits. Mais sommes-nous vraiment prêts à abandonner toute emprise sur notre destin, en se soumettant au chantre du libéralisme ? Nous verrons que pour nombre de peuples, cette perspective est loin d'être acceptable. Leur fin de l'histoire ne sera pas la nôtre. De la téléologie à l'idéologie. Au-delà de cette capacité à brimer les alternatives, son existence n'est pas fortuite et répond bien à un besoin bien vivace de l'humanité, la quête de sens. En effet, si elle a été maintes fois théorisée, cette fin de l'histoire, c'est que l'homme a besoin de mettre du sens dans ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, afin d'échapper à l'absurde. Albert Camus avait exprimé cette nécessité humaine de la sorte. Le sens de la vie est la plus pressante des questions. L'analyse téléologique répond donc à un besoin fondamental de création de sens dans un monde qui n'en est pas forcément pourvu. C'est en cela que les théories téléologiques se rapprochent grandement des religions, dont elles ont pu prendre peu à peu la place, mais aussi des idéologies, du fait d'une prétention explicative supérieure. Elles sont en conséquence pourvues de leurs inconvénients, des axiomes guère suffisamment exhaustifs pour établir la complexité du monde réel, un certain biais dans la sélection des faits, duquel peut découler un aveuglement à des tendances sous-jacentes parfois plus déterminantes. Et pourtant, comme l'a montré Jean Léca, ce biais téléologique existe derrière toute approche théorique. Ici n'est donc pas évoqué un problème ponctuel, mais bien une tendance globale à inclure dans la montée en généralité une portée temporelle échappant à l'entendement humain. Il n'en reste pas moins que les théories téléologiques sont aussi pourvues des avantages des idéologies. La dimension téléologique d'une théorie est rassurante si ce n'est tranquillisante face à la complexité de la réalité. Elle est source d'espoir et de motivation lorsque cette fin implique une lutte nécessaire. Idéologie et théorie ne sont alors pas si différentes, car comme le montre Jean Léca, elles requièrent toutes deux la présélection des informations afin d'établir un mal contre lequel lutter. Leur dimension prescriptive tend alors à les enfermer dans leur époque. Au fond, la théorie ne sert qu'à segmenter le champ scientifique en collectivité et ne se distingue de l'idéologie que par la mobilisation cognitive supérieure qu'elle exige. En quelques mots, toute théorie porte en elle une dimension téléologique plus ou moins affirmée qui tend, si elle est exacte, à être validée par le passage du temps. Il faut alors bien comprendre que toute téléologie n'est pas nécessairement problématique. Il est tout naturel pour une théorie de se projeter dans le temps et dans l'espace, ainsi que de viser l'hégémonie. Elle se conçoit après tout comme la meilleure des explications à un phénomène, parfois au réel. En revanche, elle devient dangereuse lorsqu'elle n'autorise plus l'énonciation de théories adverses, alors que les faits ne cessent de la démentir et qu'elle se fait cheval de Troie d'un agenda politique sous couvert de prétentions scientifiques. C'est la prise en otage de l'histoire que le libéralisme a effectuée, aux dépens des peuples. Bien souvent, une théorie qui part dans de tels travers a d'ores et déjà pris le nom d'idéologie, mais une fois que ce saut est apposé, la situation est déjà par trop entamée. Le réel est en quelque sorte déjà accaparé par le système de pensée dominant, pour la simple et bonne raison que comme l'idéologie, la téléologie est dotée d'une grande portée performative. En d'autres termes,
L'énoncé téléologique a une énorme capacité d'action sur la réalité et contribue à la façonner. Dire qu'une finalité est inéluctable recèle d'une volonté totalisante, le réel étant en conséquence vu comme un bloc de facteurs tous découlant de la cause finale. La question réside alors dans l'ambiguïté entre les termes fin et objectif, le deuxième se voulant plus normatif que le premier, les deux se dissociant par une volonté d'objectivisation. Ce degré de normativité est inhérent à toute téléologie, car la finalité dépend nécessairement des tendances lourdes observées par l'auteur. Ainsi, pour reprendre le sociologue Zygmunt Bauman, l'imagination est cependant rarement gratuite, et moins souvent encore parfaitement innocente. Car le fait est que la prospective demandée par la téléologie requiert un minimum d'imagination. Elle demande de concevoir ce qui n'est pas, mais qui selon eux devrait arriver, alors que l'utopie, elle, n'est pas et ne devrait pas arriver. Il est alors possible de voir derrière la téléologie, qui est bien souvent une idéologie, un destin sécularisé, une volonté athéiste de décrire ce qui dépasse l'entendement humain. Or, il n'y a pas de religion plus dangereuse que celle qui n'en porte pas le nom. La construction des idéologies modernes. Cette volonté de prédéterminer la fin de l'histoire a rarement été aussi manifeste que depuis le XIXe siècle, du fait essentiellement de deux facteurs: la naissance de la pensée hegelienne et la croyance dans le progrès. La dialectique d'Hegel veut que le mouvement de l'esprit soit le moteur de toute chose, dont de l'histoire. L'opposition entre la thèse et l'antithèse mène au dépassement incarné par la synthèse. Sa grande praticité réside dans son caractère malléable. Il suffit de sélectionner deux dynamiques contradictoires pour élaborer tout un schéma de pensée. Or, notre monde regorge de contradictions, c'est pourquoi la dialectique sera reprise par les plus grands théoriciens de la téléologie de l'histoire tels que Karl Marx ou encore F. Fukuyama. Cet outil philosophique est en quelque sorte la technique ayant permis l'anticipation d'une finitude historique. Grâce à lui, les dynamiques des sociétés humaines ont paru intelligibles, donnant aux penseurs et théoriciens un aplomb auquel ils ne pouvaient auparavant prétendre. À cela s'ajoute la prétention de l'homme apportée par l'héritage des Lumières, à pouvoir cerner le monde dans lequel il vit. La raison est en effet le principal legs de ce courant de pensée, qu'ils opposent directement au dogme religieux. Avec cette pensée rationaliste, est venue l'idée que rien ne pouvait échapper à l'intelligence humaine. Notre environnement devait être intelligible afin d'échapper à l'irrationalité des convertis. C'est alors le début d'un long processus de désenchantement du monde. Les sciences ont ainsi rempli cette fonction de désacralisation de l'inexplicable. Le cours de l'histoire n'y a pas échappé. Si le mouvement de l'histoire était accessible à l'entendement humain, sa fin ne pouvait plus être un mystère. La téléologie est l'héritière de la rationalisation du monde, mais elle ne peut échapper à de nombreux écueils. L'idée que le réel serait devenu définitivement rationnel, c'est bien le fond de ce que notre auteur Francis Fukuyama emprunte au Hegel de Kojève, se heurte d'abord à une évidence éternelle: la permanence du conflit qui fait s'affronter la raison à l'œuvre et les passions humaines en action. Si des tendances lourdes gouvernent le réel, les passions collectives jouent aussi un rôle immense. Il n'y a pas d'action humaine qui ne saurait être totalement raisonnée. Ainsi, il semblerait que la raison humaine soit bien démunie face à la complexité, l'imprévisibilité des événements historiques, et la multitude des contradictions contenues en une époque. D'autant plus lorsqu'on sait que, comme l'a dit Hegel, l'oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule, signifiant que la pensée ne travaille bien souvent qu'après la réalisation de l'événement, que le cheminement de l'esprit se fait avant tout en réaction et non pas par anticipation. Autrement dit, et pour reprendre l'écrivain Pier Paolo Pasolini, ce que l'on vit existentiellement est toujours énormément plus avancé que ce que l'on vit consciemment. Le travail réflexif, malgré son importance, succède plus qu'il ne précède l'expérience. Notre incompréhension du monde dépasse de loin ce qui nous est intelligible. Si l'homme a alors commencé à croire en sa capacité démiurgique en rendant intelligible ce qui ne pouvait l'être, c'est au prix de la réalité. Préférant s'enfermer dans son orgueil, l'homme a soumis le monde à des idées outrepassant le réel, le rendant malléable à merci, faisant du monde son terrain de jeu expérimental.
À l'hégémonie de cette pensée philosophique rationaliste s'ajoute l'entrée dans le monde moderne consubstantielle à l'idée du progrès. À l'instar de Karl Marx, nous définirons les sociétés modernes comme celles où règne le mode de production capitaliste. Le capitalisme est ici vu comme un système social pour reprendre l'acception récente de Pierre François et Claire Lemercier. De la sorte, sa dimension systémique n'a pas un point d'ancrage très précis, car en plus de dépendre des espaces, les comportements individuels capitalistes ont toujours existé. En conséquence, ces derniers ont fait le choix de partir d'un âge du commerce, comme première étape du capitalisme émergent à la fin du XVIIe siècle. Il est caractérisé par le début d'un commerce international basé sur le monde colonial, la figure du négociant, la proto-industrie et l'essor de la mode et du luxe. Mais s'il fallait donner un repère temporel à la réunion des hypothèses économiques nécessaires au système capitaliste, ce serait l'année 1830 selon Karl Polanyi. Le marché est donc conçu comme une entité à part entière au début du XIXe siècle. En plus du bouleversement anthropologique et économique, une telle évolution rend possible l'accumulation, qui ne peut se passer du progrès technique. Alors, l'idée d'une humanité qui se perfectionne, dotée d'un pouvoir démiurgique et prenant le dessus sur la nature prend forme. Certains chercheurs vont même jusqu'à parler de capitalocène, autrement dit, de cette phase de domination par le capital de l'environnement terrestre et son équilibre écologique. Dans un tel cadre, l'homme, par l'extension du domaine des possibles, se dote d'un sentiment de toute puissance et d'une grande confiance en l'histoire et en son cours. C'est pourquoi la conceptualisation de l'idée de progrès intervient au XVIIe et XVIIIe siècle, dans une ère marquée par des bouleversements technologiques et civilisationnels importants, laissant présager une finalité historique qui se clarifie. Le capitalisme, du fait de l'emprise qu'il donne à l'homme sur son environnement, rend palpable l'idée de progrès, il la rend conceptualisable. De plus, il n'y a de progrès que dans un monde marqué par un objectif infini et intemporel. L'accumulation sans borne du capital. En bref, le régime économique capitaliste a donné non seulement le cadre temporel pour penser le progrès, mais aussi les moyens de rendre concret la progression via les réalisations de l'excédent de capital. Elle se concrétise aujourd'hui notamment avec les projets spatiaux d'Elon Musk. Ainsi, le support métaphysique des Lumières permettant la rationalisation du monde et la vénération de la science, les bouleversements technologiques de taille concomitants au développement capitaliste et la naissance de l'idée de progrès, sont autant d'éléments donnant aux modernes l'illusion du contrôle absolu, même sur ce qui auparavant paraissait on ne peut plus inintelligible. Le solutionnisme technologique ou scientifique, qui voudrait que tous les problèmes et apories rencontrés soient réglés par la technologie ou la science, découle directement de cette matrice formée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette prétention sans borne crée une forte intolérance à l'imprévisible et à l'insoluble, expliquant pour partie le désarroi des dirigeants politiques face à la crise de la Covid, n'autorisant plus le mystère, l'incertitude, l'inconnu. Pierre-André Taguieff parle de prométhéisme des modernes, pour décrire cette ambition démesurée de nos contemporains à la connaissance absolue, au repoussement constant des limites existantes, à la croyance quasi sacrée en notre toute-puissance face aux éléments et événements, qui se retrouvent pleinement dans les téléologies contemporaines. Toutes les grandes idéologies, idéalisme, marxisme, libéralisme, qui ont prédit le dépérissement de l'État-nation sont nourries par ce terreau culturel leur donnant une prétention aussi malvenue qu'insensée. La rationalisation de l'existence dans laquelle s'intègre la prétention démiurgique intrinsèque au concept de progrès n'a eu qu'à se fixer à la dialectique hegélienne pour faire de la fin de l'histoire une évidence. La téléologie a remplacé l'eschatologie. L'homme s'est mis à dessiner les plans qui autrefois n'appartenaient qu'à Dieu. Mais comme le dogme religieux, la justification par la raison apporte une certaine immunité à la critique, qui enferme dans la plus rance des impuissances, qui vient elle-même empêcher que le cours des événements ne se dessine autrement. La mutation de l'idéologie contemporaine. Pourtant, dès la fin des années 1970, les théories téléologiques en sciences humaines et sociales sont en crise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.